Je m'appelle Mercedes. J'ai 74 ans et j'ai fondé la boulangerie la plus célèbre du centre-ville. Ils pensent que je suis une vieille ferraille, mais ils oublient qui a amassé la fortune qu'ils dilapident aujourd'hui. Dès 5 heures du matin, mes mains étaient déjà éveillées. C'est une habitude que ni la retraite ni l'arthrite n'ont réussi à me prendre. 40 ans à me lever avant le soleil pour allumer les fours de l'Ulls. Mercedes laisse une marque sur l'âme qui ne peut être effacée par des grasses matinées. Je me levai silencieusement, prenant soin de ne pas laisser mes pantoufles traîner sur le sol de marbre de cet appartement qui, bien qu'il soit à mon nom, ne me semble plus mien. Je suis allé à la cuisine. J'aime ce moment de silence où la ville ne rugit pas encore et où l'on n'entend que le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai sorti les œufs, la tomate fraîche, l'oignon et ce fromage affiné que mon défunt mari aimait tant. Je voulais leur préparer quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'était samedi et je pensais, avec cette naïveté que la vieillesse nous donne parfois, qu'un bon petit déjeuner pourrait adoucir les mines renfrognées et l'ampleur de l'agacement que je recevais ces derniers temps. J'ai préparé des huevos motuléno avec la sauce cuite à feu doux comme il se doit, pas comme ces saloperies en conserve que ma fille Claudia achète. L'odeur du sofrito emplit la cuisine, une odeur de maison, de famille, de meilleur temps. J'ai mis la table avec les 7 de table en lin, servi le jus d'orange fraîchement pressé et placé la cafetière fumante et odorante de cannelle et de sucre roux. À 9 heures précises, Ravière, mon gendre, apparut. Il entra en traînant les pieds avec cette robe de soie qui lui va si mal et le téléphone collé à l'oreille, se disputant à propos d'une affaire qui, sûrement, n'allait pas fonctionner. Ravière a toujours été un homme d'apparence. Beaucoup de costumes chers, beaucoup de montres de marque, mais peu de substance. Il s'assit au bout de la table, ma place, sans même me dire bonjour. Claudia entra peu après, le visage lavé et froncé, tapant furieusement sur son portable. « Bonjour, ma fille, dis-je, essayant de rendre ma voix joyeuse. MMH, fut sa seule réponse sans lever les yeux. Je servis les assiettes avec soin. Mes mains tremblaient un peu en plaçant l'assiette devant Ravière, non pas de faiblesse, mais de cette tension nerveuse de vouloir plaire à quelqu'un qui vous méprise. Il raccrocha, regarda l'assiette et fronça le nez comme s'il avait senti quelque chose de pourri. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, piquant le jaune d'œuf avec la fourchette comme si c'était un insecte. « Ce sont des huevos motuléno, Ravière. »« Ce que tu aimais quand tu es venu demander la main de Claudia, » répondis-je, gardant mon sang-froid. Il goûta une bouchée. Il mâcha une fois, 2 fois, puis fit une grimace exagérée, crachant le morceau dans la serviette en tissu. Il se leva brusquement, prit l'assiette pleine et se dirigea vers la poubelle chromée qui brillait dans le coin de la cuisine. « C'est dégoûtant » cria-t-il, laissant tomber la nourriture. Le bruit des couverts et de la vaisselle heurtant le fond de la poubelle fut le son de ma dignité brisée. Ça a le goût de graisse rance. À quoi tu sers, vieille? Tu ne sais même plus cuisiner. Je sentis la chaleur monter dans mon cou, un mélange de honte et d'une fureur ancienne. Je regardai ma fille, attendant, priant pour une défense, un mot, ne parle pas comme ça à ma mère. Claudia laissa échapper un petit rire sec et cruel. Oh, maman, tu perds la main. Mieux vaut laisser la femme de ménage cuisiner. Tu ne fais que t'encombrer et faire des dégâts. Assieds-toi et ne fais plus de catastrophes. Je restai debout, le torchon de cuisine serré entre mes mains. Je ne pleurais pas. J'avais épuisé mes larmes pour eux il y a longtemps. En silence, je me dirigeai vers la poubelle. Je me penchai, sentant mes genoux craquer et sortis l'assiette. Avec une serviette en papier, je nettoyai les restes de sauce qui avaient éclaboussé le rebord de la poubelle et le sol. « C'est propre » dit Ravière, se rasseyant et se servant du café avec dédain. « Au moins, tu es encore bonne à nettoyer, même si tu es lente. » Claudia ne me regarda même pas. Elle prenait déjà des photos de sa tasse de café pour les télécharger sur les réseaux sociaux, faisant semblant d'avoir une matinée familiale parfaite. Je me retirai dans ma chambre, ce petit espace de service qu'ils avaient aménagé pour moi quand j'ai vendu ma grande maison pour leur acheter cet appartement de luxe à Palenco, pour que nous soyons tous ensemble, maman. Il m'avait dit pour mieux prendre soin de toi. Quel grand mensonge. Ils m'ont amené ici pour être la nounou de petits-enfants qui ont déjà grandi et sont partis, et pour être la garante de leurs caprices. Je m'assis sur le bord de mon lit simple. Mes mains sentaient l'oignon et le savon. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Je me suis souvenu de qui j'étais. Je suis Mercedes,
La femme qui a commencé à vendre des empanadas dans un panier et a fini par employer 50 familles. Je suis la femme qui a négocié avec des fournisseurs difficiles, qui a calculé les comptes au centime près, qui n'a jamais laissé personne l'humilier dans sa propre entreprise. À quel moment suis-je devenu ce vieux meuble qui gêne dans la cuisine? La réponse se trouvait sur le petit bureau devant moi. Là, sous une pile de magazines de tricot, se trouvait mon dossier en cuir noir. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient les relevés de compte qui étaient arrivés hier par la poste et que j'avais interceptés avant que Ravière ne les voie. Pendant des années, je les ai laissés gérer les comptes courants pour ne pas me fatiguer. Mais je n'ai jamais lâché le contrôle du compte principal, celui qui alimente tout. Ravière se croit un génie de la finance, mais il saigne mes économies depuis des mois avec des investissements stupides et des voyages de luxe. Il pense que l'argent est infini parce que la vieille ne remarque plus rien. J'ai regardé le dernier mouvement bancaire. Ravière avait essayé de faire un virement massif ce matin-là, sûrement pour couvrir une dette de jeu ou acheter une autre voiture absurde. Il l'avait fait depuis son application, confiant, arrogant. Mais hier, après qu'il m'ait crié dessus parce que je n'avais pas bien repassé une chemise, je suis allé à la banque. Je ne leur ai rien dit. J'ai juste pris ma canne, suis descendu en ascenseur et ai marché les 3 pâtés de maison jusqu'à la succursale. J'ai demandé à parler au directeur, Monsieur Ramirez, qui me connaît depuis que j'ai ouvert mon premier compte il y a 30 ans. Doña Mercedes, m'avait-il dit, en m'offrant un vrai café. Comment puis-je vous servir? Ce que j'ai fait hier était simple mais définitif. J'ai changé les signatures autorisées, gelé les cartes supplémentaires, et surtout, j'ai mis un verrou de sécurité qui nécessite ma confirmation vocale pour tout mouvement supérieur à $5000. Je revins au présent dans ma petite chambre, écoutant les rires de Ravière et Claudia dans la salle à manger. Ils riaient de moi, de ma nourriture, de ma vieillesse. Vieille inutile, j'entendis Ravière dire au loin. Nous devrions vraiment envisager la maison de retraite, Claudia. Sérieusement, ça me rend nerveux de la voir errer dans la maison. Oui, mon amour. Je sais, répondit ma fille. Mais les bonnes pensions sont super chères. Mieux vaut qu'elle reste ici. Au moins, nous économisons sur la femme de ménage. Mon cœur se glaça. Ce n'était pas seulement un manque d'amour. C'était un calcul froid. Il me voyait comme un actif qui se déprécie, quelque chose qu'on utilise jusqu'à ce que ça casse et qu'on jette ensuite. Je regardais l'horloge sur ma table de chevet. Exactement 1 heure s'était écoulée depuis l'incident du petit déjeuner, le temps nécessaire au système bancaire pour traiter les alertes de sécurité du matin. Soudain, le téléphone portable de Ravière sonna dans la salle à manger. Il avait ce ton strident, une chanson à la mode qui résonnait dans les murs. Je me levai et lissai ma jupe. Je me regardais dans le miroir. Je ne voyais plus la petite vieille effrayée nettoyant la sauce sur le sol. Je voyais Doña Mercedes qui licenciait les employés qui volaient de la farine. Je mis un peu de rouge à lèvres, arrangeai mes cheveux blancs et ouvris la porte. Je marchai lentement dans le couloir. Allô? J'entendis la voix de Ravière. Son ton était arrogant au début. Oui, c'est moi. Qui parle? Je m'arrêtai sur le seuil de la porte de la salle à manger. Claudia me regarda avec agacement. Qu'est-ce que tu veux maintenant, maman? On ne t'a pas dit d'aller dans ta chambre? Je ne répondis pas. Je regardais simplement Ravière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Refuser. La voix de Ravière monta d'un octave. Il pâlit. C'est impossible. J'ai des fonds suffisants. Je suis un client platine. Quoi? Fraude? Non, j'ai fait le virement. Ravière se leva de sa chaise, en sueur. Il me regarda, mais il ne me vit pas vraiment. Ses yeux étaient perdus dans la panique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le titulaire du compte a révoqué les autorisations, cria-t-il au téléphone. Ma belle-mère ne sait même pas utiliser un distributeur automatique. C'est une erreur système. Je veux parler à votre superviseur. Claudia cessa de regarder son portable. La mention de « titulaire du compte » la fit réagir. Ravière, que se passe-t-il? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ravière écoutait ce qu'on lui disait à l'autre bout du fil. Sa main libre commença à trembler, tout comme la mienne tremblait quand je servais le petit déjeuner. Mais cette fois, ce n'était pas par désir de plaire.
C'était de la pure peur. 1 heure, bégaya Ravière. Tous les comptes joints ont été bloqués il y a 1 heure. Lentement, il baissa le téléphone de son oreille. L'écran resta allumé. Il me regarda. Cette fois, il me vit. Il vit mes yeux clairs fixés sur les siens. Il vit que je n'étais pas voûté. Il vit que la vieille inutile se tenait droite comme un chêne. Je m'approchai de la table. L'assiette sale de Ravière était toujours là, tachée de café. Claudia, dis-je d'une voix douce mais ferme, cette voix que j'utilisais pour donner des ordres dans la cuisine quand le four était au maximum. Serre-moi une tasse de café. Et Ravière, assieds-toi. Nous devons parler de finances. Ravière ouvrit la bouche pour me crier dessus, pour m'insulter à nouveau, mais le son mourut dans sa gorge en voyant le sourire glacé qui s'était dessiné sur mon visage. Il venait de réaliser que le distributeur qu'il croyait en panne venait de changer de mot de passe. Je m'assis au bout de la table, à ma place, et croisai les mains sur la table, attendant de voir s'ils auraient le courage de me demander à nouveau à quoi je servais. Le silence dans la salle à manger était lourd, non pas comme celui du matin, mais chargé d'une électricité dangereuse. Ils ne savaient pas que le blocage des comptes n'était que le premier domino que je venais de pousser. Claudia servit le café. Ses mains, qui arboraient toujours cette impeccable manucure française à $1000, tremblaient si fort que le liquide sombre éclaboussa l'assiette en porcelaine. Je ne dis rien. Je regardais juste la tache brune se répandre sur la blancheur de l'assiette, tout comme la peur se répandait sur le visage de Ravière. « Tiens, maman » murmura-t-elle sans oser me regarder dans les yeux. Je pris la tasse calmement. La première gorgée fut amère. Elle n'avait pas mis de sucre, mais elle avait le goût de Claudia. C'était le goût du contrôle qui revenait dans mon corps. Ravière continuait à taper sur l'écran de son téléphone portable avec son index, comme si la force brute pouvait débloquer l'application bancaire. « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, répéta-t-il, le front couvert de sueur. Il est dit accès révoqué. Il est dit contacter le titulaire du compte, mais j'ai la procuration. Je gère ça. J'essuyai le coin de mes lèvres avec la serviette en tissu. La procuration est pour me représenter, Ravière. Pas pour me remplacer, dis-je doucement. Et les pouvoirs peuvent être révoqués. C'est une procédure simple, une question de signer un petit papier. Ravière leva les yeux injectés de panique, scruta mon visage, cherchant la blague, l'erreur sénile. « Que as-tu fait » murmura-t-il. Puis sa voix monta en pitch, stridente et désespérée. « Mercedes, sais-tu ce qui va se passer ? J'ai des chèques émis. J'ai le paiement mensuel du camion. Si ces paiements sont refusés, ils vont me mettre au bureau de crédit. Eh bien, alors tu devras apprendre à marcher ou à prendre le métro, mon gendre. On dit que c'est très rapide à ces heures. » Je me levai de table. Je n'attendis ni sa réponse ni ses cris. Mes jambes, qui 1 heure plus tôt pesaient comme du plomb à cause de l'humiliation, me soutenaient maintenant avec une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis mes 50 ans. Je laissai ma fille bouche bée et mon gendre au bord d'une crise cardiaque dans la salle à manger et me dirigeai vers ma chambre. Je fermai la porte et glissai le verrou. Ce petit clic métallique fut le son le plus doux de la matinée. Je m'assis devant mon bureau et allumai la vieille lampe que j'avais apportée de mon ancienne maison, cette lampe en laiton vert que Ravière avait toujours voulu jeter parce qu'elle ne correspondait pas à la décoration minimaliste. Je sortis à nouveau mon dossier noir, mais cette fois je creusai plus profondément. Sous les récents relevés de compte, il y avait une enveloppe manille, épaisse et scellée avec du ruban adhésif jauni par le temps. Je l'ouvris avec précaution. L'odeur de vieux papier et d'encre me frappa, me transportant à une autre époque. Voici mon véritable arsenal. Ce n'était pas seulement l'argent à la banque que j'avais. C'était l'histoire de la façon dont cet argent avait été construit. Une histoire qu'ils ignoraient complètement. J'étalai les documents sur le couvre-lit au crochet. Premièrement, l'acte original du local du centre historique. Quand j'ai vendu la marque Lulz Mercedes à cette corporation il y a 10 ans, Ravière a insisté pour que je vende tout. L'immobilier, c'est un casse-tête, belle-mère, mieux vaut la liquidité, m'avait-il dit en se frottant les mains. Quel imbécile. J'ai vendu la marque. J'ai vendu les recettes, mais j'ai gardé le bâtiment. Il pense que l'argent du loyer mensuel fait partie de ma pension gouvernementale.
Il n'a aucune idée que le restaurant branché qui s'y trouve maintenant me paie un loyer qui triple le salaire qu'il prétend gagner avec ses consultations. À côté de l'acte, je posais mon carnet à couverture rigide, le carnet bleu. Ici, il n'y a pas de numéro de compte, mais des noms. Des noms de personnes que j'ai aidées quand personne ne donnait $1 pour elles. L'avocat Anselmo, qui est maintenant notaire public et dont j'ai payé les études quand son père est mort dans ma boulangerie. La docteure Sophia, directrice de l'hôpital privé du quartier, dont la mère était ma meilleure pâtissière. Le commandant de police de la délégation qui a grandi en mangeant mes petits pains chauds gratuitement parce qu'il n'y avait pas de dîner chez lui. Javier et Claudia pensent que le pouvoir se mesure en followers Instagram et en limite de carte American Express. Pauvres imbéciles dilués. Le vrai pouvoir, ce sont les loyautés que l'on tisse tout au long d'une vie de travail honnête. J'ai vérifié les chiffres dans mon carnet. Au cours des 5 dernières années, depuis que j'ai emménagé dans ce palais de cristal à Palenco, j'ai tenu un registre méticuleux de chaque dépense de Javier. Au début, c'était de petites choses, des dîners, des vêtements. J'ai laissé passer en pensant que c'était le prix à payer pour avoir la famille proche. Mais ensuite sont venus les voyages en Europe où, grand-mère ne pouvait pas aller parce qu'elle se fatigue trop. Les changements de voiture chaque année. Les bijoux pour Claudia qu'elle disait être de la fine fantaisie. J'ai additionné la colonne de droite. Le chiffre final m'a retourné l'estomac, non pas de peur, mais de l'ampleur du vol de fourmis. Ils avaient dépensé près de 4 millions de dollars en 3 ans. 4 millions de ma sueur, de mes aurores, de mes brûlures au bras. Et en échange, j'ai reçu des cris, du dédain et un petit déjeuner jeté à la poubelle. J'ai enlevé mes lunettes et me suis frotté les yeux. Comment ai-je pu permettre cela? À quel moment Mercedes, la patronne, la femme qui négociait le prix de la farine avec les grossistes les plus durs du centre d'approvisionnement, est-elle devenue cette souris effrayée qui demande pardon d'exister? La culpabilité est un épais brouillard. Elle commence doucement. D'abord, c'est le chagrin pour mon mari, Roberto. Quand il est mort, j'ai eu l'impression qu'il me manquait la moitié de mon corps. Claudia a profité de ce vide. Viens avec nous, maman. Ne sois pas seule. Et moi, le cœur à vif, j'ai accepté. Je leur ai remis les clés de ma vie, pensant qu'ils me rendraient de l'amour. J'ai regardé mes mains. Elles ont des taches de vieillesse, des jointures gonflées, une peau fine comme du papier de riz. Mais ce sont les mêmes mains qui ont pétri des milliers de kilos de pâtes. Ce sont des mains fortes. Je me suis souvenu d'un après-midi, il y a 20 ans, lorsqu'un inspecteur corrompu voulait me faire fermer si je ne lui donnais pas un pot de vin. Je l'ai mis à la porte de mon magasin à coups de balai, littéralement, devant tous les clients. Les gens ont applaudi. Ce jour-là, je me suis senti comme une lionne. Où est passée cette lionne? Je l'ai endormie moi-même pour ne pas déranger, pour ne pas être la belle-mère fouineuse, pour que Claudia m'aime. Chaque fois que Javier me parlait mal et que je restais silencieuse, je lui donnais la permission de recommencer. Chaque fois que Claudia m'ignorait et que je lui souriais, je validais sa cruauté. J'ai créé ces monstres. Je les ai nourris de ma passivité. Mais l'assiette cassée à la poubelle a aussi brisé le sortilège. En voyant mes uevos motuleno faits avec tant d'amour mélangés aux ordures, j'ai compris que pour eux, je ne suis ni une mère ni une belle-mère. Je suis un distributeur automatique avec des jambes, et les distributeurs automatiques ne ressentent rien, n'ont pas d'opinion et surtout ne mangent pas à la table principale. Je me suis levé et suis allé devant le miroir pleine longueur derrière la porte. Je me suis vu. Je portais ma robe de maison, propre mais vieille. Mes cheveux étaient rassemblés en un chignon désordonné. C'est fini, dis-je à mon reflet. La vieille inutile, c'est terminé. Du couloir, des voix filtraient à travers la porte. J'ai pressé mon oreille contre le bois. Ça ne peut pas être légal. Javier criait. Elle a une démence sénile, Claudia, nous pouvons la léguer. Nous allons chercher un médecin pour certifier qu'elle n'est pas dans son bon droit et nous récupérons le contrôle des comptes. Je connais un type qui, pour quelques dollars, nous signera le rapport. Je sentis un frisson froid me parcourir le dos, mais cette fois, il ne me paralysa pas. Il embrasa mon sang. Il voulait me déclarer folle. Moi? Je ne sais pas, Javier, répondit Claudia. Sa voix tremblait. Tu l'as vue aujourd'hui. Elle n'avait pas l'air folle. Elle avait l'air différente. De plus,
si nous lui faisons ça, qui va payer nos cartes ce mois-ci? C'est pour cette raison même, insista-t-il, que nous devons agir vite. Tout de suite, je vais aller lui parler. Je vais jouer la victime. Je vais lui dire que je suis stressé. Qu'elle me pardonne, belle-mère, que c'était un mauvais moment. Tu pleures un peu. Dis-lui que les petits-enfants lui manquent même s'ils n'appellent même pas. Elle tombe toujours dans le piège de la famille. Elle est douce. Je m'éloignai de la porte avec un sourire amer. Elle est douce. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que je suis un pain sucré, moelleux et facile à déchirer. Ils oublient que le pain, si on le laisse trop longtemps au four, devient dur comme la pierre. Et j'ai été dans ce four pendant des années. Je retournai au bureau. Il était temps d'élaborer le plan. Je ne pouvais pas simplement les mettre à la rue ce jour-là. L'appartement est à mon nom, mais les lois sont compliquées, et Ravière est capable de s'y retrancher ou de voler ce qui reste de valeur. Je devais être stratégique. Je devais les étouffer petit à petit, leur couper l'oxygène financier jusqu'à ce qu'ils implorent eux-mêmes la pitié ou partent de leur propre gré. Je pris une feuille de papier propre et un stylo plume qui appartenait à Roberto. L'encre noire coula avec élégance. Étape 1, l'armure juridique. Je devais mettre à jour mon testament immédiatement. Si quelque chose m'arrivait accidentellement et avec ce que je venais d'entendre, je n'excluais rien, ils hériteraient de tout. Cela devait changer aujourd'hui. Étape 2, l'audit surprise. Ravière dit qu'il investit mon argent. Je veux voir les papiers. Je veux voir les actions, les fonds. Je sais qu'il n'existe pas, mais je veux voir son visage quand je les lui demanderai avec un auditeur à mes côtés. Étape 3, le régime. L'argent facile est terminé. S'ils veulent manger, qu'ils achètent l'épicerie. S'ils veulent de la lumière, qu'ils paient la facture. Je vais couper le flux de trésorerie actuel. Je ne paierai que l'indispensable pour que la maison ne tombe pas en ruine. Mais pas de luxe, pas de chauffeur, pas de club de sport. Je cherchais le numéro d'Anselmo dans mon carnet bleu. Je composais sur mon portable, prenant soin de parler à voix basse. Allô? Une voix grave répondit au deuxième appel. Anselmo, c'est Mercedes, la veuve de Roberto. Doña Mercedes, quel miracle! Quel plaisir de vous entendre! Comment allez-vous? Avez-vous besoin de pain sucré? Plaisanta-t-il avec affection. J'ai besoin d'un avocat, Anselmo. Et un avec des crocs très acérés. Le ton d'Anselmo changea instantanément. Il devint professionnel, attentif. Dites-moi, Donia, je suis à votre service. J'ai besoin que vous veniez chez moi, mais je ne veux pas que vous entriez en ami. Je veux que vous veniez en tant que mon représentant légal. Apportez tous les papiers pour révoquer les pouvoirs, changer les testaments, et surtout, je veux initier un audit forensique de mes comptes personnels des 5 dernières années. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Audit forensique, Doña Mercedes. C'est sérieux. C'est pour chercher la fraude ou le vol. Nous parlons d'eux. Nous parlons de mon gendre, Anselmo, et de ma fille. Je comprends, dit-il avec la gravité de quelqu'un qui sait garder des secrets. J'arrive dans 2 heures. Et Doña Mercedes, ne signez rien avant mon arrivée. Pas même un reçu de pressigne. Ne vous inquiétez pas, mon garçon. Je ne signe plus rien. Je ne lis pas 2 fois. Je raccrochais. Mon cœur battait fort mais rythmé. Je regardais l'horloge. Il était 11 heures du matin. Ravière avait dit qu'il viendrait jouer la victime. Bien, qu'il vienne. Je m'approchai du placard. Je sortis les vêtements que j'utilisais pour les réunions du conseil de la chambre de commerce il y a des années. Un tailleur pantalon couleur perle, impeccable. Une blouse en soie bleu marine. Mes chaussures à petits talons, mais élégantes. J'ôtai la robe de maison qui sentait la cuisine et la tristesse. Je m'habillai lentement, boutonnant chaque bouton comme si je mettais une armure. Je brossai mes cheveux et les rassemblai en un chignon fermé haut. Je mis mes boucles d'oreilles en perles, celles que Roberto m'avait offertes quand nous avions fêté nos 25 ans de mariage. Je me regardai dans le miroir une dernière fois. Elle était là, Doña Mercedes, la matriarche. Soudain, j'entendis de doux coups à la porte. Belle-mère. La voix de Ravière était mielleuse,
feignant une douceur qui me donnait la nausée. Pouvons-nous parler? Je vous ai apporté un peu de tisane à la camomille pour les nerfs. Je sais que nous nous sommes un peu emportés ce matin. Je souris. Non pas un sourire de joie, mais le sourire du chat qui voit la souris entrer volontairement dans le piège. Je marchai vers la porte, écoutant le tapotement ferme de mes chaussures sur le parquet. J'ouvris la porte brusquement. Ravière était là avec une tasse fumante à la main et un sourire répété qui se figea sur son visage en me voyant. Ses yeux descendirent de ma coiffure impeccable à mon tailleur et ensuite à mes yeux, qui le regardaient sans ciller. Il recula d'un pas instinctivement, faisant teinter la tasse contre l'assiette. « Je ne veux pas de thé, Ravière, dis-je d'une voix qui emplit le couloir sans avoir besoin de crier. Et garde tes fausses excuses. Mieux vaut aller chercher toutes les factures de tes investissements. Mon avocat arrive à 1h, et s'il manque un seul dollar dans les papiers, tu devras boire le thé au bureau du procureur. » Ravière pâlit tellement que je pensais qu'il allait s'évanouir sur place. La guerre avait commencé, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'armée de mon côté. La sonnette de l'appartement retentit avec une ponctualité que seul Anselmo possédait. C'était un son habituel, le ding-dong générique d'un immeuble intelligent. Mais pour Ravière, c'était comme le glas d'une cloche funèbre. Il resta paralysé dans le couloir, la tasse de thé tremblante dans la main et ce faux sourire fondant comme de la cire chaude sur son visage pâle. « Je m'en occupe, dis-je en passant à côté de lui sans même le frôler. Ma voix sonnait calme, mais portait l'autorité de quelqu'un qui a donné l'ordre d'allumer les fours des milliers de fois. J'avançai vers l'entrée principale. En ouvrant la lourde porte en bois, il était là, Anselmo. Ce n'était plus le garçon maigre aux chaussures usées qui balayait mon entrepôt. C'était un homme de 50 ans, robuste, impeccable dans son costume bleu marine avec une mallette en cuir qui semblait peser des tonnes de légalité. « Doña Mercedes, dit-il, inclinant la tête avec ce respect ancien qu'on ne voit presque plus. Il ôta son chapeau, un geste qu'il avait appris de son père. « À votre service, comme toujours. Entrez, mon garçon. Merci d'être venu si vite. » Anselmo entra. Sa présence emplit le hall. Ravière, qui avait réussi à réagir et à poser la tasse sur une crédence, s'approcha avec cette bravade nerveuse que les lâches utilisent quand ils se sentent acculés. « Conseiller. »« Quelle surprise !» s'exclama Ravière, lui tendant la main avec une familiarité exagérée. « Je ne savais pas que vous viendriez. Ma belle-mère ne nous l'a pas dit. Vous savez comment elle est. Parfois, elle oublie des choses ou se trompe de date. » Anselmo ne s'y a même pas. Il ignora la main tendue de Ravière avec une élégance glaciale et se tourna vers moi. « Où préférez-vous que nous travaillions, Doña Mercedes? Dans votre bureau ou dans la salle à manger? » Dans la salle à manger, Anselmo, répondis-je, fixant mon gendre. J'ai besoin d'espace. Il y avait beaucoup de déchets à nettoyer et beaucoup de papiers à revoir. Nous nous dirigeâmes vers la table, cette même table en acajou qui, quelques heures auparavant, avait été témoin de mon humiliation. Maintenant, la lumière du midi entrait par les grandes fenêtres, illuminant les miettes invisibles de leur cruauté. Claudia était toujours assise là, les yeux rouges, non pas de larmes de remords, mais de la frustration de voir ses cartes rejetées sur Amazon. En voyant le notaire entrer, elle se redressa, lissant ses cheveux. « Salut, Anselmo » murmura-t-elle, essayant d'utiliser ce ton séducteur qui fonctionnait pour elle avec les serveurs. « Tu viens manger ? » Nous n'avons rien préparé, maman. Eh bien, tu sais, il y a eu un accident dans la cuisine. Je viens travailler, Claudia, coupa-t-il sèchement. Je m'assis au bout de la table. C'était ma chaise. Ça l'a toujours été, bien qu'il m'ait relégué dans un coin ces dernières années. Anselmo s'assit à ma droite, sortant de sa mallette un ordinateur portable, 2 épais dossiers et un enregistreur vocal numérique. Ravière, voyant que la situation était inéluctable, se laissa tomber sur la chaise d'en face, desserrant le nœud de sa cravate comme s'il manquait soudainement d'air. « Très bien, dis-je, entrelaçant mes doigts sur la table. Commençons. Anselmo, s'il vous plaît, expliquez la raison de votre visite. » L'avocat ajusta ses lunettes et ouvrit le premier dossier. Le bruit du papier tournant la page fut le seul bruit dans la pièce. Suivant les instructions de ma cliente, Madame Mercedes Delpelar, j'ai procédé à une intervention totale de ses biens. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les comptes bancaires, les fonds d'investissement.
les propriétés immobilières et les véhicules enregistrés à son nom ou achetés avec ses fonds. Javier laissa échapper un rire nerveux, presque un couinement. Mais Anselmo, s'il vous plaît. Intervention sonne très agressif. Nous sommes de la famille. Je gère les investissements de Mercedes pour qu'elle puisse se reposer. Elle ne comprend ni les bitcoins ni les marchés à terme. Ce que la dame comprend, interrompit Anselmo sans lever les yeux des documents, c'est qu'au cours des 24 derniers mois, 3 800 000 $ ont disparu sous le concept de frais de représentation et de capital risque. Claudia halta. Javier devint rouge comme une tomate. Ce sont des affaires. Les investissements prennent du temps à mûrir, cria-t-il en frappant la table du poing. Vous ne pouvez pas juger ma stratégie financière sur un mauvais trimestre. Ce n'est pas un mauvais trimestre, Javier, intervint-je d'une voix douce. J'ouvris mon carnet bleu et le posai sur la table. C'est un vol systématique. Ici, j'ai noté chaque voyage que tu as fait à Las Vegas pendant que je restais à m'occuper de la maison. Voici les dates des bijoux que Claudia a gagnés au tirage au sort. Javier regarda le vieux carnet comme si c'était un objet maudit. Tu as noté ça, bégaya-t-il. Je ne suis pas aveugle, ni sourde, ni stupide, Javier. J'étais juste fatigué. Mais le repos a pris fin aujourd'hui à 9 h du matin quand tu as décidé que ma nourriture était de la merde. Le silence qui suivit fut dense. J'entendais le bourdonnement de la climatisation et la respiration agitée de ma fille. Anselmo continua, implacable. À partir de ce moment, toutes les procurations accordées à Monsieur Javier Mandé et Madame Claudia Ruiz sont révoquées. Toute tentative d'accès aux fonds sera considérée comme un crime fédéral de fraude. De plus, j'ai apporté les documents pour que vous signiez l'accusé de réception de la notification. Il posa 2 feuilles devant eux et 2 stylos bon marché. Il ne leur offrit pas son stylo de qualité. Cela, c'était pour ceux qui avaient de l'honneur. Javier lut le papier. Ses mains tremblaient si fort que le papier vibrait. Ceci dit que nous devons remettre les clés de la voiture. Mercedes, le SUV est mon outil de travail. Quel travail, Javier, demandai-je en le regardant dans les yeux. Aller au club de golf à 11 h du matin. Parce que selon mes registres, c'est la seule chose que tu fais avec le SUV. Maman, cria Claudia, se levant. C'est ridicule. Tu vas nous prendre les voitures? Comment vais-je aller à la salle de sport? Comment vais-je voir mes amis? Tu me fais honte. Tu peux prendre Uber, ma fille, ou le métro, ou marcher. On dit que c'est très bon pour la circulation et pour perdre ces kilos en trop dont tu te plains toujours. Oh, attends. J'ai oublié que j'ai annulé les cartes de crédit. Eh bien, le bus coûte 6 $. Claudia se laissa tomber sur la chaise, bouche bée. Jamais, en 45 ans de vie, elle ne m'avait entendu lui parler ainsi. J'avais toujours été la mère qui réglait les problèmes, qui donnait, qui se taisait pour ne pas déranger. Voir le fournisseur couper le robinet était quelque chose que son cerveau gâté ne pouvait pas traiter. Signé, ordonna Anselmo. Javier signa. C'était un gribouillis illisible, plein de rage. Claudia signa, gémissant, tachant le papier d'une larme qui, sincèrement, ne m'émut pas du tout. Bien, dit Anselmo, rangeant les documents. Maintenant, passons à la phase 2, l'audit de style de vie. Pendant les 2 heures qui suivirent, Anselmo et moi avons démantelé leur vie de fantaisie. Pièce par pièce, nous avons exigé les reçus des montres. Nous leur avons demandé les contrats des prétendues consultations. Chaque fois que Javier tentait d'inventer une excuse technique avec des mots pompeux, Anselmo le détruisait avec un fait concret ou une loi fiscale. C'était comme voir un enfant se faire réprimander par le directeur de l'école. Seulement, cet enfant avait 50 ans et portait des mocassins italiens. Vers 15 heures, l'estomac de Javier grogna. C'était un son guttural qui brisa la tension de la pièce. Claudia regarda l'horloge. J'ai faim, dit-elle d'une petite voix. Normalement, nous commandons des sushis le samedi. Je me levai lentement. Mes genoux ne me faisaient pas mal. L'adrénaline est un anesthésique merveilleux. Il n'y aura pas de sushi aujourd'hui, dis-je. Un plateau de ça coûte ce qu'une famille gagne en une semaine. Et étant donné que, selon vous, je ne suis bonne à rien, je ne vais pas cuisiner. J'allai à la cuisine. Ils me suivirent du regard, plein d'espoir, pensant que peut-être mon instinct maternel me trahirait.
J'ouvris le garde-manger. Je sortis une boîte de céréales génériques, un paquet de pain de mie et un pot de mayonnaise à moitié plein. Je les posai sur le comptoir de marbre. Voilà, dis-je, désignant les provisions. Si vous avez faim, faites-vous un sandwich. Du pain avec de la mayonnaise, demanda Ravière, offensé. C'est une blague? Non, Ravière, c'est la réalité. Et habituez-vous car tant que vous vivrez sous mon toit et avec mon argent, vous mangerez ce que je dis et quand je le dis. Si vous voulez manger du faisan, vous pouvez aller l'acheter avec votre propre argent. Ah, c'est vrai. Vous n'en avez pas. Je retournai à la table et Anselmo me regarda avec un léger sourire d'approbation et sortit 2 récipients isothermes de sa mallette. Je me suis permis d'apporter quelque chose, Doña Mercedes, des tamales de maïs et un atoll gris que ma femme prépare. Je sais que vous les aimez. L'arôme doux et terreux du maïs emplit la salle à manger, éclipsant l'odeur de parfum cher et de peur. Je m'assis pour manger avec mon avocat, savourant chaque bouchée, tandis que ma fille et mon gendre nous regardaient depuis la cuisine, mâchant du pain sec avec l'humiliation collée à la gorge. C'est délicieux, Anselmo, dis-je à haute voix, m'assurant qu'ils m'entendent. Ça a l'assaisonnement des bonnes gens. Pendant que nous mangions, Ravière tenta une nouvelle tactique. Il s'approcha de la table, maintenant sans sa veste, sa chemise retroussée, essayant de paraître un homme travailleur et raisonnable. Belle-mère, Mercedes. Écoutez, je comprends que vous soyez fâchée. L'histoire du petit déjeuner était une erreur. J'étais stressé. Mais vous ne pouvez pas nous bloquer comme ça. J'ai des engagements. J'ai des dettes de jeu. Je veux dire, des dettes commerciales qui arrivent à échéance lundi. Si je ne paie pas, ils vont venir me chercher. Je posai le tamal dans l'assiette et m'essuyai les mains. Des dettes de jeu, Ravière, demandai-je, levant un sourcil. Est-ce ainsi que tu appelles maintenant les paris sportifs en ligne? J'ai vu les prélèvements. B365. Des milliers de dollars perdus sur des matchs de football de ligue dont tu ne sais même pas prononcer le nom. Ravière devint blanc comme papier. Claudia leva les yeux de son sandwich. Ravière, tu paries? Tu m'as dit que cet argent était pour l'hypothèque de la maison de campagne. C'est de l'investissement, cria-t-il, désespéré, c'est une probabilité statistique. Tout était réglé. Ça ne pouvait pas échouer. Je soupirai. La stupidité de cet homme n'avait pas de fond. C'était un puissant fond de mauvaises décisions et d'ego gonflé. Mais il était 11h15. Il restait 45 minutes avant midi. Je me levai et allai dans ma chambre. Je revins avec mon carnet bleu et le téléphone fixe sans fil. Je composai un numéro que je connaissais par cœur, non pas parce que c'était celui d'un ami, mais parce que dans le monde du commerce, il faut connaître toutes sortes de gens, même ceux qui prêtent de l'argent quand les banques ferment leurs portes. Allô? Une voix rauque répondit à l'autre bout. Commandant Bravo, dis-je d'une voix ferme. C'est Mercedes, celle de la boulangerie. Il y eut une pause. Puis la voix s'adoucit, bien qu'elle maintint ce côté dangereux. Doña Mercedes, quel honneur, à quoi dois-je le miracle? Quelqu'un vous dérange? Parce que si c'est le cas, j'envoie une patrouille tout de suite. Non, commandant, j'ai besoin d'une faveur personnelle. Je sais que votre beau-frère gère le crédit rapide de la compagnie financière du Sud, celle qui collecte avec beaucoup d'enthousiasme. Ravière me regarda avec des yeux ronds comme des soucoupes. Il ne pouvait pas croire que sa belle-mère, la petite vieille qui tricotait des pulls de bébé, avait une ligne directe avec cette classe de gens. C'est exact, Donia. Que puis-je vous offrir? Mon gendre, qui est un imbécile, a une dette avec eux. Ravière mandait, je veux racheter cette dette, commandant. La racheter? Donia, mieux vaut les laisser lui faire peur. Parfois les garçons apprennent comme ça. Je ne veux pas de sang sur mon tapis, commandant. Il m'a coûté très cher. Je veux que la dette passe à mon nom. Je vous fais le virement tout de suite depuis mon compte personnel, celui que vous connaissez déjà. Mais je veux que vous disiez à votre beau-frère que ce garçon est maintenant ma propriété. Ravière déglutit si fort que ça s'entendit dans toute la pièce. C'est bien, Doña Mercedes, pour le bon vieux temps et pour les petits pains chauds que vous me donniez quand j'étais patrouilleur. Considérez la dette réglée avec eux. Maintenant, le problème est le vôtre. Je raccrochai. L'atmosphère dans la pièce changea.
Javier n'avait plus peur des usuriers invisibles. Maintenant, il était terrifié par moi. Il me regarda comme si, soudain, j'avais des crocs. Quoi? Que as-tu fait? Bégaya-t-il. Je viens de te sauver les genoux, inutile, dis-je en ouvrant à nouveau mon carnet. Mais ne te méprends pas. Je ne l'ai pas fait par amour. Je l'ai fait parce que ça coûte plus cher de payer ton hospitalisation. J'ouvris le carnet à une nouvelle page. J'écrivis la date et un grand chiffre en haut. À partir de ce moment, Javier, ta dette de $200 000, plus les 4 millions de dollars que tu as dilapidés de mon patrimoine, sont documentés ici. Et puisque tu n'as plus de voiture, ni de travail, ni de dignité, tu vas me payer avec la seule chose qui te reste, ton travail. Claudia tenta d'intervenir avec ce ton aigu qu'elle utilise quand quelque chose ne lui semble pas juste. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas le faire travailler? Il a un master en administration des affaires. Il ne peut pas faire de travail manuel. Oh, vraiment? Je lâchai un rire sec, sans humour. Eh bien, son master ne lui a pas servi à administrer même son propre portefeuille. Alors, il va commencer par le bas, très bas. Je me dirigeai vers l'armoire à linge dans le couloir. J'en sortis 2 objets que j'y avais rangés des années auparavant, pensant qu'ils ne verraient plus jamais la lumière. 2 tabliers industriels de ces épaisses toiles que nous utilisions à la boulangerie pour laver les gigantesques casseroles. L'un portait une vieille tache de chocolat qui n'était jamais partie. Je revins au salon et les jetai sur eux. Les tabliers tombèrent sur leurs genoux comme des peines de prison. Mettez-les, ordonnai-je. Quoi? Javier regarda le tissu épais avec dégoût. Je ne vais pas mettre ça. Tu vas le mettre, ou j'appelle le commandant Bravo et je lui dis que j'annule l'accord. Tu as 3 secondes. 1. Javier mit le tablier. Il le fit avec des mouvements maladroits, tremblants, nouant les rubans derrière son dos par-dessus sa chemise de marque. Claudia, voyant son mari se rendre, mit le sien aussi, sanglotant en silence. Ils ressemblaient à 2 grands enfants jouant à la maison, mais sans le plaisir. Très bien, dis-je en tournant autour d'eux comme un général inspectant les troupes. Maintenant, écoutez bien. Anselmo, mon avocat, a déjà rédigé un nouveau trust ce matin. La propriété de cet appartement, l'immeuble du centre-ville et mes comptes bancaires sont maintenant blindés. Je fis une pause pour que l'information s'installe dans leur cerveau. Si je meurs, si je tombe dans les escaliers, ou si on me donne les mauvais médicaments, tout, absolument tout, devient la propriété d'une œuvre de bienfaisance publique et d'un refuge pour chiens des rues. Vous ne recevrez pas $1, ni même des remerciements. Claudia arrêta de pleurer brusquement. Le choc fut si fort que ses larmes se sont asséchées. Tu nous as déshérités, murmura-t-elle d'une voix brisée. Non, ma fille. J'ai juste sécurisé ma vieillesse. Si vous prenez bien soin de moi, si vous travaillez dur et payez votre dette, peut-être que je vous laisserai quelque chose, peut-être. Mais cela dépendra de mon humeur et de la propreté de mes sols. Je m'approchai de la grande fenêtre et pointai du doigt l'extérieur. L'immeuble du centre historique a besoin d'entretien. Le locataire du restaurant m'a appelé hier. Il dit que l'entrepôt du sous-sol est plein d'humidité et de vieilles ordures. Demain à 6 heures du matin, vous irez tous les 2 là-bas. Vous allez nettoyer. Vous allez peindre. Et vous allez sortir les ordures. Je ne suis pas maçon, protesta Javier, essayant de récupérer un gramme d'autorité. Non, tu es mon débiteur, et le salaire minimum est de 2 cents par jour. Fais le calcul du nombre de jours que tu dois travailler pour me payer 4 200 000 $. Javier sortit son téléphone portable par inertie pour utiliser la calculatrice, mais ses doigts étaient si moites que l'écran ne répondit pas. Je lui dis de mémoire. C'est environ 57 ans, Javier, alors tu ferais mieux de commencer tôt et d'y mettre du tien. Maman. Claudia se leva et essaya de me serrer dans ses bras. Une vieille tactique manipulatrice. Tu n'es pas comme ça. Tu es bonne. Tu nous aimes. Je m'éloignai doucement comme quelqu'un qui chasse une mouche de son épaule. Oui, je vous aime, Claudia. C'est pourquoi je fais ça, parce que j'ai élevé 2 parasites inutiles et qu'il est de ma responsabilité, avant de mourir, de vous apprendre ce qu'il en coûte de gagner son pain. Personne n'apprend dans la tête d'un autre, mais tout le monde apprend quand le dos fait mal. Je me dirigeai vers la cuisine.
L'évier était plein de vaisselle sale de la veille parce qu'ils attendaient que la magie la nettoie ou que je le fasse. Commencez ici, dis-je en montrant le tas de vaisselle. Je veux que ça brille. Et Ravière, fais attention à mes assiettes en porcelaine. Si tu en casses une, je te la facture 3 fois. Je me servis une autre tasse de café et m'assis dans mon fauteuil préféré, celui face à la fenêtre. De là, je pouvais les voir. Ravière s'approcha de l'évier comme si c'était un instrument de torture. Il ouvrit le robinet et l'eau éclaboussa sa chemise. Il lâcha un juron à voix basse. Claudia prit l'éponge avec 2 doigts avec dégoût, ruinant sa manucure française au passage. Le bruit de l'eau qui coulait de la vaisselle qui s'entrechoque maladroitement fut la musique de fond de ma victoire. Ce n'était pas une victoire joyeuse. Ne vous méprenez pas. Aucune mère n'aime voir sa fille humiliée, mais c'était une victoire nécessaire. C'était le remède amer pour une maladie qui pourrissait notre famille depuis des années. Soudain, Ravière se tourna vers moi, les mains pleines de mousse et les yeux rouges de fureur contenue. Ça ne va pas en rester là, Mercedes. Je vais parler à un juge. Je vais alléguer l'abus. Je suis un homme libre. Je posai ma tasse sur la table avec un bruit sec. Le son résonna comme un coup de feu. Tu es libre de partir quand tu veux, Ravière. La porte n'a pas de serrure. Tu peux partir tout de suite, mais souviens-toi que dehors, il y a les gens du crédit rapide qui te cherchent. Et ils n'acceptent pas la vaisselle comme paiement. Dehors, tu n'as pas de toit, tu n'as pas de nourriture, et tu n'as pas de voiture. Ici, au moins, tu as un travail. Ravière regarda la porte, puis regarda ses mains savonneuses, et finalement baissa la tête et retourna à frotter avec plus de force, acceptant sa cage. À ce moment-là, je compris que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir de l'argent à la banque. Le vrai pouvoir est d'avoir la capacité de dire non. Et il m'avait fallu 74 ans pour apprendre à le dire. Mais maintenant que je l'avais dit, cela résonnait comme le tonnerre. Je sortis mon téléphone portable. J'avais un nouveau message vocal. C'était de la banque, mais pas de la mienne. C'était d'une société financière de crédit rapide. Monsieur Mandé, nous vous rappelons que votre paiement est en retard et nous procéderons à la saisie si vous ne déposez pas dans les 24 heures. Je souris. Ravière ne m'avait pas tout dit. La dette était bien pire que je ne le pensais, et cela, curieusement, était une excellente nouvelle, car maintenant j'étais la seule à pouvoir le sauver ou le laisser couler. Je retournai dans la salle à manger, pris mon carnet bleu et écrivis une nouvelle entrée avec mon stylo plume. Jour 1 du nouvel ordre. L'ennemi a capitulé, mais ne s'est pas rendu. Je fermai le carnet d'un coup sec. Demain serait dimanche, jour d'aller à la messe, et je prévoyais d'y aller vêtu de mes plus beaux atours, bras dessus, bras dessous avec ma fille et mon gendre, pour que tout le monde voie à quel point la famille était unie. Tandis que je resserrais un peu plus les rênes. Lundi arriva avec la subtilité d'un marteau-piqueur frappant un mur de béton. Il n'y eut pas de réveil en douceur avec l'arôme du café. Ce qui nous réveilla fut le son insistant et agressif de l'interphone. À 7 heures du matin, je me levai, mis ma robe de laine, celle que Claudia dit qu'elle grattait sans la naphtaline, et sortis dans le couloir. Ravière était déjà là, en pantalon de pyjama et torse nu, criant à l'appareil accroché au mur. C'est une erreur. Vous ne pouvez pas monter. C'est une propriété privée, beugla-t-il, une veine gonflée sur le front qui semblait sur le point d'éclater. Qui est-ce, Ravière, demandai-je, m'appuyant sur ma canne, bien que je n'en ai pas eu autant besoin qu'avant. Le pouvoir est le meilleur remède pour les os. Il se retourna, les yeux écarquillés. C'est une dépanneuse, Mercedes. Ils disent qu'ils viennent chercher le SUV, mon SUV. Il est dit qu'il y a 3 mensualités impayées. Tu as dit que tu paierais l'indispensable. Et je l'ai fait, répondis-je calmement, allant à la cuisine faire bouillir de l'eau. J'ai payé l'électricité, l'eau et le gaz. Le SUV de luxe avec siège en cuir chauffant n'entre pas dans la catégorie de l'indispensable. Mais ils ne peuvent pas le prendre. J'ai une image à maintenir. Ravière courut à la fenêtre et tira les rideaux. En bas, dans la rue, la tourelle ambre de la dépanneuse tournait, projetant des éclairs sur la façade de l'immeuble. Claudia sortit de sa chambre avec un masque à l'avocat sec sur le visage qui s'écaillait, la faisant ressembler à un reptile muant. « Qu'est-ce que ce bruit, maman ? Pourquoi crie-t-il ? Ils prennent le carrosse, Cendrillon, dis-je,
servant 3 tasses, une avec du café en grains pour moi et 2 avec de l'eau du robinet chaude pour eux. Et dépêchez-vous. Le spectacle ne fait que commencer. Javier dévala les escaliers pieds nus, essayant d'arrêter le dépanneur avec des cris et des menaces vides. De la fenêtre du 5e étage, je le vis agiter les mains. L'opérateur, un homme robuste qui avait sûrement affaire à des centaines de débiteurs délinquants, ne le regarda même pas. Il accrocha simplement les chaînes à l'essieu avant du SUV allemand. Lorsque Javier remonta, il revint vaincu, les pieds sales dessus et la dignité traînée par l'asphalte. Il se laissa tomber sur le canapé au design italien. Ils l'ont pris, murmura-t-il. Ils l'ont pris devant les voisins. Le portier m'a vu. La dame du 4B m'a vu. Je suis fini. Ne sois pas dramatique, dis-je en soufflant sur mon café. Le métrobus passe au coin de la rue, et il est rouge, très joli. Mais la perte de la voiture n'était que l'apéritif. Le plat principal arriva à 11 heures. Le téléphone portable de Javier se mit à sonner. Ce n'était pas la sonnerie normale, mais une succession d'alertes de messages. Pigne, 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 comme des gouttes de torture chinoise. Il regarda l'écran et pâlit, une couleur grisâtre maladive qui contrastait avec son bronzage de cabine UV. Ce sont eux, dit-il d'une voix tremblante. Ceux de la compagnie financière. Ils disent que si je ne dépose pas avant midi, ils vont venir collecter en nature. Claudia porta les mains à sa bouche. En nature? Qu'est-ce que ça veut dire, Javier? Ils vont nous faire du mal? Javier ne répondit pas. Il me regarda. Pour la première fois en 10 ans, je ne vis pas d'arrogance dans ses yeux. Je vis une terreur pure. La terreur d'un animal domestique qui se retrouve soudainement dans la jungle. Mercedes, belle-mère, s'il vous plaît. Ce sont des gens dangereux. Ce ne sont pas des banques. Ce sont des usuriers. J'ai emprunté contre la masse salariale fictive que j'ai inventée. S'il découvre que je n'ai pas de revenus réels. Je m'assis devant lui. Le silence dans le salon était lourd, seulement rompu par le bourdonnement du réfrigérateur. Combien c'est, Javier, demandai-je sèchement. 200 000 $, avoua-t-il, baissant la tête. Plus les intérêts moratoires. Claudia laissa échapper un cri. 200 000. Javier, tu as dépensé ça à quoi? À essayer de tout récupérer, cria-t-il désespérément, dans des paris sûrs. Tout était arrangé. Ça ne pouvait pas échouer. Je soupirai. La stupidité de cet homme n'avait pas de fond. C'était un puissant fond de mauvaises décisions et d'ego gonflé. Mais il était 11h15. Il restait 45 minutes avant midi. Je me levai et allai dans ma chambre. Je revins avec mon carnet bleu et le téléphone fixe sans fil. Je composai un numéro que je connaissais par cœur, non pas parce que c'était celui d'un ami, mais parce que dans le monde du commerce, il faut connaître toutes sortes de gens, même ceux qui prêtent de l'argent quand les banques ferment les portes. Allô? Une voix rauque répondit à l'autre bout. Commandant Bravo, dis-je d'une voix ferme. C'est Mercedes, celle de la boulangerie. Il y eut une pause. Puis la voix s'adoucit, bien qu'elle maintint ce côté dangereux. Doña Mercedes, quel honneur, à quoi dois-je le miracle? Quelqu'un vous dérange? Parce que si c'est le cas, j'envoie une patrouille tout de suite. Non, commandant, j'ai besoin d'une faveur personnelle. Je sais que votre beau-frère gère le crédit rapide de la compagnie financière du Sud, celle qui collecte avec beaucoup d'enthousiasme. Javier me regarda avec des yeux ronds comme des soucoupes. Il ne pouvait pas croire que sa belle-mère, la petite vieille qui tricotait des pulls de bébé, avait une ligne directe avec cette classe de gens. C'est exact, Donia. Que puis-je vous offrir? Mon gendre, qui est un imbécile, a une dette avec eux. Javier mandait, je veux racheter cette dette, commandant. La racheter? Donia, mieux vaut les laisser lui faire peur. Parfois les garçons apprennent comme ça. Je ne veux pas de sang sur mon tapis, commandant. Il m'a coûté très cher. Je veux que la dette passe à mon nom. Je vous fais le virement tout de suite depuis mon compte personnel, celui que vous connaissez déjà. Mais je veux que vous disiez à votre beau-frère que ce garçon est maintenant ma propriété. Javier déglutit si fort que ça s'entendit dans toute la pièce. C'est bien, Doña Mercedes, pour le bon vieux temps et pour les petits pains chauds que vous me donniez quand j'étais patrouilleur.
considérez la dette réglée avec eux. Maintenant, le problème est le vôtre. Je raccrochai. L'atmosphère dans la pièce changea. Javier n'avait plus peur des usuriers invisibles. Maintenant, il était terrifié par moi. Il me regarda comme si, soudain, j'avais des crocs. Quoi? Que as-tu fait? Bégaya-t-il. Je viens de te sauver les genoux, inutile, dis-je en ouvrant à nouveau mon carnet. Mais ne te méprends pas. Je ne l'ai pas fait par amour. Je l'ai fait parce que ça coûte plus cher de payer ton hospitalisation. J'ouvris le carnet à une nouvelle page. J'écrivis la date et un grand chiffre en haut. À partir de ce moment, Javier, ta dette de $200 000, plus les 4 millions de dollars que tu as dilapidés de mon patrimoine, sont documentés ici. Et puisque tu n'as plus de voiture, ni de travail, ni de dignité, tu vas me payer avec la seule chose qui te reste, ton travail. Claudia tenta d'intervenir avec ce ton aigu qu'elle utilise quand quelque chose ne lui semble pas juste. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas le faire travailler? Il a un master en administration des affaires. Il ne peut pas faire de travail manuel. Oh, vraiment? Je lâchai un rire sec, sans humour. Eh bien, son master ne lui a pas servi à administrer même son propre portefeuille. Alors, il va commencer par le bas, très bas. Je me dirigeai vers l'armoire à linge dans le couloir. J'en sortis 2 objets que j'y avais rangés des années auparavant, pensant qu'ils ne verraient plus jamais la lumière. 2 tabliers industriels de ces épaisses toiles que nous utilisions à la boulangerie pour laver les gigantesques casseroles. L'un portait une vieille tache de chocolat qui n'était jamais partie. Je revins au salon et les jetai sur eux. Les tabliers tombèrent sur leurs genoux comme des peines de prison. Mettez-les, ordonnai-je. Quoi? Javier regarda le tissu épais avec dégoût. Je ne vais pas mettre ça. Tu vas le mettre, ou j'appelle le commandant Bravo et je lui dis que j'annule l'accord. Tu as 3 secondes. 1. Javier mit le tablier. Il le fit avec des mouvements maladroits, tremblants, nouant les rubans derrière son dos par-dessus sa chemise de marque. Claudia, voyant son mari se rendre, mit le sien aussi, sanglotant en silence. Ils ressemblaient à 2 grands enfants jouant à la maison, mais sans le plaisir. Très bien, dis-je, marchant autour d'eux comme un général inspectant les troupes. Maintenant, écoutez bien. Anselmo, mon avocat, a déjà rédigé un nouveau trust ce matin. La propriété de cet appartement, l'immeuble du centre-ville et mes comptes bancaires sont maintenant blindés. Je fis une pause pour que l'information s'installe dans leur cerveau. Si je meurs, si je tombe dans les escaliers, ou si on me donne les mauvais médicaments, tout, absolument tout, devient la propriété d'une œuvre de bienfaisance publique et d'un refuge pour chiens des rues. Vous ne recevrez pas $1, ni même des remerciements. Claudia arrêta de pleurer brusquement. Le choc fut si fort que ses larmes se sont asséchées. Tu nous as déshérités, murmura-t-elle d'une voix brisée. Non, ma fille. J'ai juste sécurisé ma vieillesse. Si vous prenez bien soin de moi, si vous travaillez dur et payez votre dette, peut-être que je vous laisserai quelque chose, peut-être. Mais cela dépendra de mon humeur et de la propreté de mes sols. Je m'approchai de la grande fenêtre et pointai du doigt l'extérieur. L'immeuble du centre historique a besoin d'entretien. Le locataire du restaurant m'a appelé hier. Il dit que l'entrepôt du sous-sol est plein d'humidité et de vieilles ordures. Demain à 6 heures du matin, vous irez tous les 2 là-bas. Vous allez nettoyer. Vous allez peindre. Et vous allez sortir les ordures. Je ne suis pas maçon, protesta Javier, essayant de récupérer un gramme d'autorité. Non, tu es mon débiteur, et le salaire minimum est de 2 cents par jour. Fais le calcul du nombre de jours que tu dois travailler pour me payer 4 200 000 $. Javier sortit son téléphone portable par inertie pour utiliser la calculatrice, mais ses doigts étaient si moites que l'écran ne répondit pas. Je lui dis de mémoire. C'est environ 57 ans, Javier, alors tu ferais mieux de commencer tôt et d'y mettre du tien. Maman. Claudia se leva et essaya de me serrer dans ses bras. Une vieille tactique manipulatrice. Tu n'es pas comme ça. Tu es bonne. Tu nous aimes. Je m'éloignai doucement comme quelqu'un qui chasse une mouche de son épaule. Oui, je vous aime, Claudia. C'est pourquoi je fais ça, parce que j'ai élevé 2 parasites inutiles et qu'il est de ma responsabilité, avant de mourir,
de vous apprendre ce qu'il en coûte de gagner son pain. Personne n'apprend dans la tête d'un autre, mais tout le monde apprend quand le dos fait mal. J'allais à la cuisine. L'évier était plein de vaisselle sale de la veille parce qu'ils attendaient que la magie la nettoie ou que je le fasse. Commencez ici, dis-je en montrant le tas de vaisselle. Je veux que ça brille. Et Ravière, fais attention à mes assiettes en porcelaine. Si tu en casses une, je te la facture 3 fois. Je me servis une autre tasse de café et m'assis dans mon fauteuil préféré, celui face à la fenêtre. De là, je pouvais les voir. Ravière s'approcha de l'évier comme si c'était un instrument de torture. Il ouvrit le robinet et l'eau éclaboussa sa chemise. Il lâcha un juron à voix basse. Claudia prit l'éponge avec 2 doigts avec dégoût, ruinant sa manucure française au passage. Le bruit de l'eau qui coulait de la vaisselle qui s'entrechoque maladroitement fut la musique de fond de ma victoire. Ce n'était pas une victoire joyeuse. Ne vous méprenez pas. Aucune mère n'aime voir sa fille humiliée, mais c'était une victoire nécessaire. C'était le remède amer pour une maladie qui pourrissait notre famille depuis des années. Soudain, Ravière se tourna vers moi, les mains pleines de mousse et les yeux rouges de fureur contenue. Ça ne va pas en rester là, Mercedes. Je vais parler à un juge. Je vais alléguer l'abus. Je suis un homme libre. Je posai ma tasse sur la table avec un bruit sec. Le son résonna comme un coup de feu. Tu es libre de partir quand tu veux, Ravière. La porte n'a pas de serrure. Tu peux partir tout de suite, mais souviens-toi que dehors, il y a les gens du crédit rapide qui te cherchent. Et ils n'acceptent pas la vaisselle comme paiement. Dehors, tu n'as pas de toit, tu n'as pas de nourriture, et tu n'as pas de voiture. Ici, au moins, tu as un travail. Ravière regarda la porte, puis regarda ses mains savonneuses, et finalement baissa la tête et retourna à frotter avec plus de force, acceptant sa cage. À ce moment-là, je compris que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir de l'argent à la banque. Le vrai pouvoir est d'avoir la capacité de dire non. Et il m'avait fallu 74 ans pour apprendre à le dire. Mais maintenant que je l'avais dit, cela résonnait comme le tonnerre. Je sortis mon téléphone portable. J'avais un message d'Anselmo. Déjà, Donia, le trust de dignité est enregistré. Et au fait, j'ai retrouvé le meuble vitrine de votre grand-mère. Ils l'ont vendu dans un prêteur sur gage dans le quartier de la Roma il y a 6 mois. Je suis déjà allé le récupérer. Ils le ramènent demain. Je souris. Mon meuble vitrine rentrait à la maison. Mes affaires étaient à nouveau les miennes. Et ma vie avait enfin un capitaine aux commandes. Je regardais ma fille et mon gendre. Ils se disputaient à voix basse pour savoir qui devait sécher la vaisselle. Ils n'étaient plus les rois du château. Ils étaient les mousses de mon navire, et ce navire allait naviguer, qu'il le veuille ou non, vers là où je le disais. Plus vite, leur criai-je depuis le fauteuil. À cette vitesse, vous n'aurez même pas fini pour le dîner, et aujourd'hui, j'ai envie d'un bon ragoût, alors vous allez devoir hacher beaucoup de légumes. Leur taille était la parfaite conclusion pour une matinée agitée. La lionne s'était réveillée et la jungle le savait déjà. 6 mois se sont écoulés depuis ce matin où le bruit d'une assiette cassée a changé le destin de cette famille. Aujourd'hui, le réveil n'a pas sonné dans ma chambre, mais dans la leur. À 5h30 du matin, j'ai entendu les pas lourds de Ravière traîner vers la salle de bain, et le murmure de plainte de Claudia. Il n'y a plus de robe de soie ni de réveil à 10h. L'emploi du temps des gens qui travaillent ne pardonne pas, et le mien encore moins. Je suis sorti de ma chambre une demi-heure plus tard, déjà habillée et prête. En arrivant à la cuisine, le scénario était radicalement différent de ce samedi néfaste. Il n'y avait pas de téléphone portable sur la table, pas de rire moqueur, pas de regard de dédain. Il y avait une odeur de café, oui, mais cette fois, c'était Ravière qui l'avait préparé. Il se tenait devant la cuisinière, observant une casserole avec la concentration d'un chirurgien, tandis que Claudia, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique, et sans une goutte de maquillage, coupait des fruits avec des mouvements rapides et précis. « Bonjour, Donia Mercedes », dit Ravière en me voyant entrer. Il ne m'appelle plus belle-mère d'un ton hypocrite, et encore moins vieille femme. Maintenant, il utilise le titre que j'ai gagné à la force du poignet sur les marchés et dans les banques. « Donia, bonjour », répondis-je sèchement, m'asseyant à ma place en bout de table. Ravière servit le café. Ce n'était pas le meilleur café du monde. Il était un peu aqueux à mon goût,
mais il fumait de la dignité de l'effort. Claudia posa l'assiette de fruits devant moi. La papaye est à point, maman. Je l'ai choisie moi-même au marché hier, dit-elle, me montrant ses mains. Les ongles français avaient disparu. Maintenant, elle portait des ongles courts, propres, de travailleuse. Je regardais l'horloge murale. Vous avez 20 minutes pour prendre votre petit déjeuner. Le camion du fournisseur arrive à 7 heures à l'immeuble du centre-ville, et Anselmo m'a dit la semaine dernière, vous avez mis trop de temps à décharger la farine. Le temps, c'est de l'argent, mes garçons. Et vous me devez encore beaucoup d'argent. Javier acquiesça, buvant une gorgée rapide de sa tasse. Son visage avait changé. Il avait perdu ce bronzage artificiel de solarium et ce gonflement dû à l'alcool cher dans une vie sédentaire. Maintenant, il était plus mince, avec de vraies cernes, de celles qui viennent de l'inquiétude que les chiffres équilibrent et non de veiller tard au casino. Ne vous inquiétez pas, Donia. J'ai déjà l'inventaire prêt sur la tablette et j'ai réussi à renégocier le prix du Sindou avec le nouveau fournisseur. Nous avons économisé 5%. Je haussai un sourcil, surprise mais sans trop le montrer. 5%. Comment avez-vous fait? Je lui ai dit que nous payions en espèces et à l'avance s'il maintenait le prix de l'année dernière. J'ai utilisé. Eh bien, j'ai utilisé la tactique que je vous ai vu utiliser avec le plombier le mois dernier. Celle de rester silencieux et de le fixer jusqu'à ce qu'il devienne nerveux et baisse le prix. Je cachais un demi-sourire derrière ma tasse. L'inutile apprenait. Le master en finance servait enfin à autre chose qu'à me ruiner, même si c'était pour vendre du Sindou au kilo. La dynamique avait changé. La peur initiale s'était transformée en une routine de discipline militaire. Ils ne m'aimaient plus. Peut-être me haïssent-ils un peu en secret pour leur avoir enlevé leurs jouets. Mais pour la première fois de leur vie, ils me respectaient. Et le respect remplit l'estomac plus que l'affection feinte. La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain, ni de manière magique. Il y a eu des cris. Il y a eu des tentatives de rébellion, et il y a eu des jours où Claudia a pleuré jusqu'à s'endormir sur les sacs de sucre dans l'entrepôt. Mais la réalité est un professeur implacable. Quand Javier a compris que le commandant Bravo parlait très sérieusement de la dette et que j'étais son seul bouclier contre un destin très sombre, il a baissé la tête et s'est mis au travail. Nous sommes arrivés à l'immeuble du centre historique à 7 heures précises. Ce qui, il y a 6 mois, était une propriété négligée qui ne servait qu'à percevoir des loyers. Aujourd'hui, c'est le projet Renaissance. J'ai repris le contrôle total des locaux du rez-de-chaussée où se trouvait auparavant un magasin de bibelots qui payait une misère. Maintenant, nous y installons une école de boulangerie et une cantine communautaire qui se maintient grâce à la vente de produits gourmands aux restaurants de la région. Voir Javier décharger les sacs de farine de 50 kilos était un spectacle qui, je l'avoue, me procurait une certaine satisfaction vindicative. L'homme qui considérait soulever une cuillère comme un effort trop grand, suait maintenant sa chemise en portant le poids de sa propre rédemption. « Fais attention à ton dos, Javier », criai-je depuis l'entrée, appuyé sur ma canne. « Si tu te blesses, il n'y a pas d'arrêt maladie payé. C'est déduit de la journée. »« Oui, Donia, je sais », répondit-il en soufflant, mais sans laisser tomber le sac. Claudia était au comptoir, organisant les commandes. Une dame âgée s'approcha d'elle, Donia Lupe, qui vend des tamales au coin de la rue et à qui nous louons un espace dans la cuisine industrielle pour une somme symbolique afin qu'elle puisse travailler avec hygiène. « Señorita Claudia, pouvez-vous m'aider avec le compte des intrants ? C'est juste que je ne vois plus très bien les petits chiffres. » Donia Lupe lui demanda avec timidité. Autrefois, Claudia aurait levé les yeux au ciel et l'aurait envoyé au domestique. Aujourd'hui, je la vis ajuster ses lunettes car je ne lui donnais plus d'argent pour des lentilles et sourire à la femme. Bien sûr, Donia Lupe. Voyons. Prêtez-moi votre carnet. Regardez ici. Ils ont mal additionné la tomate. Je vais vous aider à réclamer cela. Je restais à observer la scène depuis le bureau vitré de la mezzanine. Claudia découvrait quelque chose que je savais il y a 40 ans. Être utile est addictif. Se sentir capable. Résoudre de vrais problèmes de vrais gens génère une dopamine qu'aucun like sur les réseaux sociaux ne peut égaler. Ma fille, la princesse de verre, découvrait qu'elle avait un cerveau et un cœur, pas seulement une carte de crédit. En milieu de matinée, Anselmo arriva avec les rapports hebdomadaires. Il s'assit devant mon ancien bureau en bois, celui que j'avais récupéré de l'entrepôt.
Les chiffres s'améliorent, Mercedes. Javier a couvert 10% de la dette auprès des créanciers grâce aux commissions des nouvelles ventes. À ce rythme, il sera un homme libre dans et bien, dans environ 8 ans. Fait Andy, dis-je, en vérifiant une facture. Je ne veux pas qu'il prenne confiance. La faim aiguise l'esprit, Anselmo. S'il se sent à l'aise, il reprendra ses vieilles habitudes. Vous êtes dur, Donia. Je suis juste. Ils ont vécu 10 ans en vacances avec mon argent. 10 ans de travaux forcés me semble un échange équitable. Anselmo ferma son dossier et me regarda avec admiration. Mais ce n'est pas seulement l'argent, Mercedes. Regardez là-bas, dit-il en désignant à travers la vitre. Dans la cour centrale de l'immeuble, un groupe de jeunes avec des tabliers blancs écoutait attentivement l'un des boulangers vétérans que j'avais embauché. C'étaient des jeunes du quartier. Des garçons que la société avait déjà jetés à la poubelle, tout comme Javier avait jeté mes œufs. Nous les avons ramassés, nettoyés, et nous leur apprenons un métier. C'est ce qui compte vraiment, murmurai-je. L'argent va et vient, mais ceci reste. Mon inutilité était devenue le moteur de tout cela. Il s'avère que la vieille femme qui ne servait à rien savait organiser les fournisseurs, calculer les recettes pour qu'elles soient rentables, et surtout, détecter les talents chez les gens. Javier et Claudia n'étaient que mes contremaîtres. Le véritable héritage se trouvait dans ces fours allumés et dans l'odeur de pain chaud qui inondait la rue, rappelant à tout le quartier que la maison Mercedes tenait bon. À l'heure du déjeuner, je descendis à la salle à manger. Javier et Claudia étaient assis à une longue table, mangeant le même ragoût que les employés et les apprentis. Je m'approchai avec mon propre plateau. Il y eut un silence respectueux lorsque la patronne s'assit. Javier s'essuya la bouche avec la serviette en papier. Belle-mère, je veux dire, Donia Mercedes, je pensais. Il hésita un peu, regardant de côté. Le local du coin, celui qui est devenu vacant hier. Je sais que vous vouliez le louer pour un entrepôt, mais j'ai fait quelques calculs. Si nous y mettons une vitrine de vente directe au public, avec le trafic de personnes qu'il y a, nous pourrions augmenter la marge bénéficiaire de 20%. Je m'arrêtai avec la cuillère à mi-chemin. C'était une bonne idée. En fait, c'était une excellente idée. C'était l'idée d'un commerçant, pas d'un parasite. Montre-moi les chiffres après manger, lui dis-je, sans lui sourire, mais en lui donnant quelque chose de plus précieux, mon attention. Si tu me convaincs, je te donne 5% de commission sur les ventes de ce local à créditer sur ta dette personnelle. Les yeux de Javier brillèrent, non pas de l'avidité d'avant, mais de l'ambition de celui qui voit un objectif atteignable par l'effort. J'ai tout projeté. J'ai même pensé que Claudia pourrait s'occuper de la conception du local. Vous voyez, elle a bon goût pour et bien, pour dépenser, mais aussi pour décorer. Claudia leva les yeux, surprise que son mari l'inclût dans un plan d'affaires, et pas seulement comme un ornement. On pourrait utiliser du bois recyclé, maman, et peindre les murs avec des couleurs chaudes. Ça reviendrait pas cher. J'acquiesçai lentement, mâchant mon riz. Fais-moi une proposition formelle demain matin, et qu'elle soit professionnelle. Pas de petits dessins sur des serviettes. Quand nous eûmes fini de manger, Javier se leva pour prendre son assiette et la mienne et les porter à l'évier. Laisse ça, Javier, lui dis-je. Je prends la mienne. Non, Donia, laissez-moi. Reposez-vous un peu. Vous avez été debout et en mouvement toute la matinée. Je restais à le regarder s'éloigner avec les plateaux. Reposez-vous. Il ne disait pas cela parce qu'il me croyait une personne inutile qui gêne. Il le disait parce qu'il me voyait fatigué de travailler, non pas d'exister. Il y avait une différence abyssale entre ces deux perceptions. Ils avaient cessé de voir ma vieillesse comme une maladie et avaient commencé à la voir comme ce qu'elle est, une hiérarchie. Je retournai à mon bureau et m'assis dans le fauteuil, fermant les yeux un instant. Le bruit de l'activité en dessous était comme une berceuse. Je pensais à Roberto, mon mari. Il aurait aimé voir ça. Il aurait aimé voir comment j'ai redressé l'arbre tordu, même si j'avais dû utiliser du fil barbelé pour le faire. Je me souvins de ce matin, il y a 6 mois, de l'humiliation, de la douleur poignante dans la poitrine quand je vis ma nourriture à la poubelle. Si cela n'était pas arrivé, si Javier avait simplement été indifférent au lieu d'être cruel, peut-être serais-je encore dans ce coin sombre, tricotant des pulls de bébé et attendant la mort pendant qu'il dilapidait ma vie. Leur cruauté fut mon salut. Ce fut l'étincelle qui alluma le four que j'avais moi-même éteint.
Parfois, la vie doit vous jeter par terre pour que vous réalisiez que le sol est ferme et que vous pouvez vous en servir pour vous élever plus haut. J'ouvris mon carnet bleu. Je me rendis à la dernière page. J'écrivis la date d'aujourd'hui, solde de la dette de Ravière, moins 12%, solde de ma dignité, récupéré à 100% avec intérêt. Je regardais mes mains. Elles étaient toujours ridées, toujours tachées, toujours douloureuses à cause de l'humidité, mais elles ne tremblaient plus. C'étaient les mains qui tenaient les rênes de ce petit empire, et aussi les rênes de ma famille. Je ne les avais pas déshéritées légalement, mais émotionnellement, je les avais mis à leur place, et curieusement, de leur nouvelle place, ils semblaient plus heureux, ou du moins plus humains. À la tombée de la nuit, nous avons fermé l'immeuble. Ravière a mis les cadenas sur le rideau d'acier avec l'habileté de quelqu'un qui l'a déjà fait 100 fois. Claudia est arrivée portant un sac avec le pain restant de la journée. « On le jette, maman ?» demanda-t-elle. « Jeter de la nourriture ?» Je la regardai sévèrement. « Dans cette famille, on ne jette pas la nourriture, Claudia. Tu devrais le savoir maintenant. Ça, on l'apporte au refuge dans la ruelle arrière, et tu vas aller le livrer personnellement. »« Oui, maman. J'y vais vite et je vous rejoins au métro. » Je les vis bouger. Ravière se dirigea vers la station de métrobus, comptant des pièces pour les tarifs. Claudia se dirigea vers le refuge avec le pain. Je restai debout un instant sur le trottoir, respirant l'air pollué mais vivant du centre-ville. Un vendeur de journaux s'approcha de moi. « Vous partez, Donia Michi ? Reposez-vous bien. Et, quels bons nouveaux aides vous avez, hein ? Travailleurs, les garçons. » Je souris, un vrai grand sourire qui atteignit mes yeux. C'est ma famille, Don Beto. Ça leur a coûté, mais ils y arrivent. On dit que le bon pain a besoin d'être pétri avec force, et cela manquait beaucoup de pâte. Ravière revint en courant parce qu'il avait oublié de me donner mon ticket de métro. Tiens, Donia, allons-y. Il commence à pleuvoir, et je ne veux pas que vous soyez mouillés. Nous marchâmes ensemble vers la station. Il marchait du côté de la rue, me protégeant des voitures, non pas parce que j'étais fragile, mais parce que j'étais précieuse. J'étais l'atout le plus important de leur vie. En montant dans le wagon bondé de gens rentrant du travail, personne ne m'offrit de siège. Ravière, sans hésiter, toucha l'épaule d'un jeune homme assis. « Excusez-moi, ami. Pouvez-vous céder votre place à la patronne ? Elle a eu une longue journée. » Le garçon se leva. Je m'assis, arrangeant ma canne entre mes jambes. Ravière resta debout à mes côtés, se tenant à la barre, fatigué, en sueur, avec des chaussures éraflées, mais la tête haute. Claudia nous rattrapa à la station suivante, les cheveux ébouriffés par le vent et un sourire de satisfaction pour avoir livré le pain. Je les regardais tous les deux. Ils n'étaient pas parfaits. Ravière continuait à être un peu vantard et Claudia continuait à soupirer pour des chaussures chères et des vitrines de magasins, mais ils n'étaient plus des parasites. C'étaient des survivants, et je leur avais appris à survivre. Le train avançait dans le tunnel sombre, nous ramenant à la maison, dans cet appartement qui ressemblait maintenant à un foyer parce que chaque dollar qui payait la lumière et l'eau était gagné à la sueur de tous. Je fermais les yeux et me laissais bercer par le balancement du wagon. Je me souvins de la question que Ravière m'avait criée ce jour-là. « À quoi tu sers, vieille ?» La réponse était dans le poids des clés dans mon sac, dans le respect de mes employés, dans le dos droit de mon gendre, et dans les mains travailleuses de ma fille. Je sers à diriger. Je sers à enseigner. Je sers à redresser les chemins tortueux. Et surtout, je sers à rappeler à tout le monde, chaque maudit jour, que tant qu'il y aura de la farine et du feu dans le cœur, personne n'est un déchet. Le train sortit du tunnel vers une station élevée. La lumière du coucher de soleil nous frappa de plein fouet. J'ouvris les yeux, prête pour ce qui allait arriver demain, car la vieille inutile était morte le jour où ils avaient jeté son petit déjeuner. La femme qui occupait sa place avait beaucoup de travail à faire et ne faisait que commencer.